Ghost Island Media. Bonjour, ici Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Je suis journaliste culturel à Taïwan. J'écris sur la scène musicale et indé taïwanaise, sur la culture et sur la subculture. Je reçois aujourd'hui pour la première fois un Français dans cette deuxième saison des balades culturelles franco-taïwanaises, et aussi pour la première fois quelqu'un qui travaille dans le milieu du cinéma, le chef-monteur Mathieu Laclos. Et le producteur m'a appelé, il m'a dit « Mathieu, est-ce que demain tu peux venir monter le film de Jia Zhangke ?» Donc j'ai dit « Oui ». Donc j'y suis arrivé le lendemain et Jia Zhangke m'a fait présenter le film. Il n'y avait pas de scénario en anglais, donc il m'a juste raconté vaguement l'histoire. Et puis au bout d'une demi-heure, on a commencé à monter. Depuis notre studio à Taipei, je vous propose, dans ce podcast des interviews d'actrices et d'acteurs culturels francophones, nous vous emmenons donc en balade franco-taïwanaise. Mathieu Laclos est crédité comme monteur, chef-monteur ou directeur de la photographie au générique de plus de 50 films, la plupart d'entre eux sinophones. Il a commencé à travailler en Chine à la fin des années 2000, notamment en compagnie du réalisateur Damien Ounnouri, qui tournait le documentaire Xiao Jia rentre à la maison, centré autour du réalisateur indépendant chinois Jia Zhangke, dont Mathieu sera ensuite l'un des monteurs attitrés. Il a travaillé pour lui sur le très primé et très acclamé A Touch of Sin, mais aussi sur Au-delà des montagnes en 2015, Les Éternels en 2018, autant de films qui, au fil des ans, ont été en compétition au Festival de Cannes, jusqu'à Caught by the Tides, titre français Les Feux Sauvages, présenté plus tôt cette année, lors de l'édition 2024. Édition 2024 où Mathieu Laclos a pu faire montre de ses dons d'ubiquité puisqu'il faisait aussi partie de l'équipe du film Black Dog du réalisateur Guan Hu, sélectionné dans la catégorie Un certain regard, et Rendez-vous avec Pol Pot du réalisateur cambodgien Riti Pan, qui il a été soumis par le Cambodge pour être aux Oscars. Parmi ses autres travaux, on citera aussi certains films du réalisateur taïwanais Midizi, Adieu Mandali, en 2016 et Nina Wu en 2019. Mathieu, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors pour commencer, moi je voudrais bien savoir quelles études vous avez faites. Est-ce qu'elles concernaient le cinéma ou est-ce qu'elles concernaient l'Asie, puisqu'on se retrouve ici à Taïwan à discuter? Alors au début, après le bac, j'ai fait des études de maths et de physique. J'ai fait maths sup, maths spé, donc ça n'a rien à voir avec le cinéma et c'était parce que j'aimais ça, j'ai envie d'essayer et je voulais présenter le concours Louis Lumière et j'ai pas été pris. Et donc je suis allé à la fac à Paris 3 en cinéma et donc c'est très théorique où j'ai passé 4-5 ans, donc j'ai jusqu'à mon master. Et donc c'était sur le cinéma mais en général. Oui, l'Asie n'était pas encore non, purement sur sujet. le cinéma, mais c'est là que je me souviens notamment l'un des premiers cours, un de mes profs préférés s'appelait Alain Bergala et il nous avait montré un film qui s'appelait Millennium Mambo de Rosia Hossein, qui m'avait vraiment marqué et c'est là que j'ai aussi découvert les films taïwanais, mais aussi les films chinois de la 6e génération, que ce soit Jia Zhangke, Wang Bing, Lo Ye, etc. Donc c'est à ce moment-là que on a eu cette envie avec Damien, qui était un camarade de classe, de faire ce documentaire sur Jia Zhangke. Damien Ounnouri, donc. Damien Ounnouri, voilà. Et Millennium Mambo vient de ressortir cette année d'ailleurs au cinéma. Ah oui, j'ai entendu ça, oui. Donc ensuite, vous avez vécu en Chine. Et aujourd'hui, vous vivez à Taïwan. Mais qu'est-ce qui vous a mené à vous expatrier donc, dans ce coin du monde? Et aussi, quelle a été votre première rencontre avec l'industrie du film? Allez, j'ajoute une dernière. Et le fait que vous soyez français, a-t-il été une aide ou un obstacle? Alors, c'est quand on a tourné ce documentaire, on était 3. Il y avait donc Damien, moi qui était caméraman, et il y avait un ami chinois qui faisait ses études à Paris, qui était un ingé son.
qui s'appelle Lit d'enfant. Et donc, quand on a fini nos études, d'enfant, le chinois est rentré à Pékin et il a tout de suite trouvé du travail grâce aux contacts qu'on s'était fait lors du documentaire, puisque toute l'équipe de Jia nous avait accueillis. Ils étaient flattés qu'on vienne les voir si loin. Et donc, il a tout de suite trouvé du travail, alors que moi, à Paris, j'ai pas eu d'opportunité. Et donc, je me suis dit, je vais aller le voir l'été. C'était quand même, c'était un très bon copain à moi. Et donc, j'y suis allé. J'ai commencé à apprendre le chinois. Donc, c'était en 2008. Puis bon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, en tout cas, qu'il y avait Je vivais à l'époque chez un ingé son, donc l'ingé son de Jiazhangke et avec d'enfants, les trois. Et ils m'ont proposé de rester et tout de suite j'ai eu trouvé des boulots en making of. Donc je tournais le making of j'ai fait le making of de 3 films de long métrage. Donc j'allais sur le tournage et je filmais et après je devais monter. Le fait que je parlais pas bien chinois n'était pas un problème puis c'était vraiment un travail d'observation. Il s'est avéré que l'un des making of d'un des films que j'ai fait qui s'appelle Hello Mr. Tui. Une fois le tournage terminé, le réalisateur a monté le film. Et puis, au bout de 3-4 mois, il m'a appelé pour voir le film et faire des commentaires. Et je pense que c'est peut-être là que mes études, on va dire, de cinéma m'ont servi, mes études théoriques, parce que tous ces réalisateurs chinois, ils sont tous fans du cinéma moderne des années 60, des Européens, que ce soit les films de Bresson, de Melville, de Tarkovsky, Bergman. Et donc, moi, je connaissais très bien tout ce cinéma-là. Et donc, le réalisateur en question m'a montré le film et m'a dit de faire des commentaires. Ça lui a plu et donc il m'a dit, je te donne carte blanche, tu prends la salle de montage pendant 2 semaines et tu fais ce que tu veux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réécrit la voix off du film. J'ai écrit une voix off pour le film. J'ai rechangé la structure du film et j'avais donc plein de nouvelles idées, en fait. Ce qui était bien, c'est que ça a plu au réalisateur. Et ça a surtout plu au producteur qui était Jiazhangke. Et les deux étaient un peu en conflit. Enfin, ils étaient pas d'accord sur le montage. Et donc, le fait d'arriver à ce moment-là avec plein de nouvelles idées, ça les a les deux stimulés. À la suite de ça, au bout d'1 ou 2 mois de montage, on a fini le film. Et Jiazhangke a fait pas mal de pubs à Pékin à propos de moi en disant que j'avais sauvé le film. Et donc, c'est comme ça qu'après, je me suis retrouvé à être demandé pour monter des films, au départ surtout des films indépendants. Et puis après, en 2013, avec Touch of Sin de Jiazhangke. Et ça, c'était une autre, un peu un coup de chance qui arrive souvent dans le milieu du cinéma et qu'il faut savoir saisir. Il avait prévu de monter le film avec son assistant, son premier assistant réalisateur. Ils ont fini le tournage juste avant le Nouvel An chinois. Et Jiazhangke voulait aller à Cannes. Il voulait aller à Cannes et donc le Nouvel An chinois c'est fin janvier et donc il y a pas beaucoup de temps puisque Cannes c'est en mai. Et tout s'arrête pendant le Nouvel An chinois. Normalement oui. Et donc évidemment l'assistant voulait prendre des vacances et donc ils se sont dit bon mais du coup Mathieu il est à Pékin, il s'en fiche du Nouvel An chinois, il a pas de famille. Donc, ils m'ont appelé et le producteur m'a appelé. Il m'a dit, Mathieu, est-ce que demain, tu peux venir monter le film de Jiazhangke? Donc, j'ai dit, oui. Donc, j'y suis arrivé le lendemain et Jiazhangke m'a fait présenter le film. Il n'y avait pas de scénario en anglais, donc il m'a juste raconté vaguement l'histoire. Et puis, au bout d'une demi-heure, on a commencé à monter. Et donc, c'est le début de cette longue histoire que j'ai avec lui, afin de monter non seulement les films qu'il a réalisés, mais aussi 5-6 films qu'il a produits. Et justement, alors qu'est-ce que c'est monter? Puisque c'est probablement la première et peut-être la dernière fois que j'interviewe un chef monteur. C'est quoi le travail de monteur exactement et de chef monteur? Alors, le travail, c'est d'abord de regarder les rushs, de choisir les prises, ensuite de choisir les plans, comment les mettre ensemble. Donc ça, c'est une étape, la première étape qu'on fait dans le montage, où on garde tout. C'est-à-dire, en général, on garde tous les dialogues d'une scène et on essaie d'utiliser les meilleurs, évidemment, le meilleur jeu des acteurs,
meilleur mouvement de caméra, etc. Et une fois qu'on a fini ce premier travail, on a un montage qui est long en général, qu'on appelle un ours en français. Il faut le réduire et donc trouver des nouvelles façons de rendre l'histoire plus intéressante, d'enlever ce qui est moins bien, de peaufiner le jeu des acteurs pour trouver vraiment ce qui est le mieux. C'est à la fois un travail de sélection mais aussi de réécriture du film. Donc ça dépend des films. Il y en a certains qui sont très écrits au moment du scénario. Et en gros, on suit tel que c'est, mais souvent on échange lors des scènes, souvent on réécrit des dialogues, souvent on est obligé de couper des parties qui sont moins intéressantes. Donc il y a un vrai travail de réécriture. Pendant que vous montiez les premiers films que vous aviez fait à Pékin, sans connaître les dialogues, sans connaître le mandarin, c'était l'image qui vous permettait de travailler. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé à monter, je savais déjà à peu près parler chinois, donc je comprenais à peu près les dialogues. Et par exemple, je me souviens quand on a commencé Touch of Sin, c'était même pas en mandarin, c'était dans le dialecte du Shanxi. Ouais. Donc c'est quand même très différent. Il y a quelques mots en commun, mais c'est assez différent. Et donc, je me souviens, Jay, il faisait peut-être, des fois, il faisait 15 prises. Et donc, on regardait chaque prise. Donc, à chaque prise, je comprenais peut-être un petit peu plus du dialogue. Et puis, entre deux prises, je lui demandais un détail. Et puis, au bout de 15 prises, après, j'arrivais à peu près à comprendre ce qui se disait, ouais. Ce qui doit arriver souvent aussi, les dialectes ou alors aussi les langues étrangères, puisque si c'est du cambodgien, par exemple... Oui, alors maintenant, je dirais que je suis quand même assez habitué à monter des films dans des langues que je comprends pas. D'accord. Et donc, bon, c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est... quand c'est de la fiction, il y a un scénario. En général, maintenant, j'ai un scénario en anglais ou si je l'ai pas, si j'ai un scénario en chinois, je peux me débrouiller. Donc, j'arrive quand même à savoir de quoi parle chaque scène. À partir du moment où je sais de quoi il parle, je sais monter, par exemple. Je peux arriver à monter une scène sans comprendre les dialogues, mais en faisant attention à ne pas répéter de phrases ou juste à l'oreille, ou en faisant attention à ne pas rater de phrases, etc. Il suffit juste de suivre le scénario et écouter. Enfin, c'est un peu ça demande la pratique. D'accord. Ben ouais. Justement, un peu sur la pratique, j'aimerais qu'on discute un peu de votre style et du style des films dans lesquels vous travaillez. Et comme vous avez travaillé avec des réalisateurs différents, je vais essayer de trouver des points communs entre différentes œuvres sur lesquelles vous avez officié. Donc, on parlait de A Touch of Sin, qui est un film bien connu et peut-être que les auditeurs auront déjà vu. Je rappelle que ce sont 4 histoires centrées autour de 4 personnages poussés à la violence et au crime dans 4 régions de Chine différentes, de la plus au nord à la plus au sud. Et ces films sont filmés dans un cadre réaliste contemporain, mais empruntent chacun dans leur code à des genres de cinéma disons fantasmagoriques, les plus évidents étant le western et le wuxia, que ce soit au niveau des personnages, des détails sur les costumes, des plans, il y a ces couchers de soleil sur la plaine qui sont très impressionnants. Un autre film dans lequel vous avez travaillé, Nina Wu du réalisateur Midizi, on a des scènes qui s'apparentent au cinéma d'horreur ou au film d'espionnage. Est-ce que le chef monteur que vous êtes doit travailler la grammaire de ces cinémas de genre ou au contraire l'estomper pour donner naissance à autre chose, à peut-être la critique sociale? Bien sûr, c'est vraiment une grosse partie du travail. Mais même les 2 films, c'était quelque chose qui était déjà une volonté du réalisateur au moment de l'écriture du scénario. Et moi, j'ai pas de style de montage en fait. C'est vrai que les films que je monte, c'est plutôt des films d'art et d'essai, on va dire. J'aime beaucoup le genre, ça c'est sûr. Je suis toujours attiré par le film de genre, et que ce soit Jazanke, enfin en particulier avec Touch of Sin ou Midi Z avec Nina Wu, ou aussi j'ai travaillé avec Diao Yinan qui a fait un film qui s'appelle Le Lac aux oies sauvages, qui sont des films de genre. C'est un film de gangster, le film. Oui, c'est un film de gangster et Diao Yinan a très bien eu cette idée qui vient, je pense, de l'époque des studios hollywoodiens dans les années 50 où ils se sont mis à faire des films noirs pour arriver à parler de façon déguisée, de parler des problèmes de société
Donc c'est vrai que le film noir, mais où par exemple, en général le genre permet ou le western, comme le western c'était aussi les films de Sergio Leone étaient des films politiques. Et c'est toujours utiliser le genre pour arriver à parler de critique, de faire de la critique sociale ou parler de problèmes sociaux, on va dire. Donc c'est vrai que ces réalisateurs-là, ils sont attirés par ça. Et moi, ça m'intéresse. Le genre est un peu une façon d'attirer le spectateur et de jouer. Derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Et c'est ça qui est intéressant. Puisque même dans le wuxia, Touch of, s'il faut pas que je me trompe, Touch of Sin, et donc le titre lui-même est une référence à A Touch of Zen de King Hu, qui est un grand wuxia qui oui, est d'ailleurs, éminemment politique. Ouais. D'ailleurs, Jia Zhangke, oui, la première fois qu'il m'a présenté le film, il m'a tout de suite dit ah oui, ça vient de Touch of Zen. Et pour moi, les films wuxiapiens, c'est des films politiques. Ça, c'était très clair pour lui et donc c'était très clair c'était vraiment ce qu'il voulait faire. Ouais. Et justement, puisque vous parliez du Lac aux oies sauvages, qui est sorti en 2019, je lui trouve, c'est une question que je n'ai lu dans aucune interview que vous avez donnée ou que le réalisateur a donnée. Alors, je vais essayer, je vais oser. Je lui trouve, moi, une petite saveur d'animé. Et il me semble que, par exemple, sur les motos, je trouve qu'il y a des visions qui ressemblent beaucoup à Akira, ou dans les bagarres, je trouve qu'il y a des visions qui ressemblent beaucoup à GTO. Je trouve aussi, par exemple, puisqu'on l'évoquait, que Nina Wu, qui décrit les souffrances d'une actrice qui débute dans le milieu du cinéma, et on ne sait plus si les scènes de violence psychologique ou physique du film qu'elle subit sont réelles ou fantasmées. Je fais le pari que Midizi pense à Perfect Blue, par exemple, de Satoshi Kon, qui sont donc des films d'animation qui ont énormément d'importance en Asie, une importance émotionnelle pour des gens de cette génération. Midizi, il a la quarantaine, Diao Inan, il a la cinquantaine, qui ont été plus importants qu'en Europe. Est-ce que le cinéma d'animation compte dans la préparation de ces films? Ils m'en ont pas parlé de ça. Donc pour Perfect Blue, je sais qu'il y a eu Emi Z, enfin Nina Wu, je sais qu'il y a quand le film est sorti, j'ai lu ça plusieurs fois. D'accord. Et j'avoue que je lui ai pas demandé, mais peu importe en fait ce que pense le réalisateur, la volonté du réalisateur. Une fois que le film est sorti, après il appartient à tout le monde. Diao Inan sur les côtés visuels, etc. C'est sûr que c'est un film très visuel d'un point de vue. Déjà, il se passe la nuit, donc la nuit, ça sous-entend des néons, donc on peut faire un travail sur les couleurs, qu'on peut pas faire avec les scènes de jour, enfin pas de la même façon. Et donc ça, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui fait penser à l'animation, comme ce que vous évoquiez. Peut-être, oui. Mais je lui ai pas demandé, donc je peux pas parler pour lui. D'accord. Quelqu'un d'autre aussi que l'on retrouve souvent au générique des films sur lesquels vous avez aussi travaillé et qui vous accompagne d'un réalisateur à l'autre, qui était déjà là sur ce premier travail dont on a parlé, Xiaojia rentre à la maison, c'est le compositeur taïwanais Lim Jong, dont le style musical est immédiatement reconnaissable à la première note. Donc, entre vous et Lim Jong, il y a peut-être un duo stylistique caché dans ces films d'auteurs chinois et taïwanais de la scène actuelle. Quelle est votre relation avec lui, avec Lim Jong, et pensez-vous que le fait que vous soyez tous les deux présents sur un grand nombre de films en même temps donne une sorte de cohérence stylistique à cette histoire nouvelle, récente du cinéma sinophone? Alors, je pense pas, parce que à chaque fois, on essaie de faire des films différents. Lim Jong, on l'a rencontré, je sais pas si on l'a rencontré au moment de Xiaojia rentre à la maison, non, on l'a pas rencontré, mais on était en contact avec lui, parce qu'on voulait évidemment utiliser certaines de ses musiques dans le documentaire, et moi, je l'ai vraiment connu pour mon premier film que j'ai monté, donc Hello Mr. Tui, celui dont je parlais au début, qui faisait la musique. Lui, il vit à Taïwan, et donc en fait, on le voit pas vraiment. Il nous envoie les musiques, etc. Pour Touch of Sin, il était venu à Pékin travailler avec nous pour nous rencontrer. Je pense que c'est la première fois que je l'ai vraiment rencontré. Et évidemment, après, au fur et à mesure, des films, comme on travaillait avec Jia, les films que Jia produisait, c'est souvent lui qui faisait la musique.
Et donc, on est tout le temps en relation. C'est-à-dire que quand je suis en train de monter le film, soit on lui monte le premier montage, le l'ours, comme j'appelle, et donc on lui dit là où on veut avoir de la musique. Et ensuite, il commence à faire les morceaux, et puis dès qu'il en a qui sont prêts, il nous les envoie. Je les mets dans le montage. Des fois, le réalisateur, après, on fait des commentaires. Donc, on a quand même un rapport assez simple et régulier pendant le montage du film. Après, c'est vrai qu'il est très important pour moi. Bon, c'est un peu un grand frère, on va dire. On a travaillé dans les mêmes milieux des cinémas indépendants chinois. Donc, c'est vrai que très souvent, on s'est retrouvés ensemble. Il y a plusieurs fois, c'est arrivé où c'est soit lui qui me proposait de monter un film, soit moi qui proposais de trouver compositeur. On a des rapports très, je dirais pas amicaux, mais respectueux en tout cas envers l'un et l'autre. Ouais. Son style est effectivement très marquant, c'est de la musique électronique ambient au synthé, un peu glaçante. Oui, alors il fait une musique qui n'est pas vraiment faite pour écouter à part, en dehors du film. Ce que j'ai remarqué, ce qu'il sait très très bien faire, c'est arriver à mélanger la musique avec les sons d'ambiance, à faire quelque chose qui vraiment se mélange, qui soit pas forcément soit présent. Hein. On voit qu'il y a de la musique, mais c'est vraiment ancré dans le film. Pour le genre de film qu'on aime faire, on se retrouve. Et un film que je n'ai pas encore vu, puisqu'il a été présenté plus tôt cette année au Festival de Cannes, mais qu'il n'est pas encore sorti en salle, c'est Caught by the Tides, le dernier Jia Zhangke. C'est un film donc, qui réunit des fragments tournés à plus de 20 ans d'écart. Bon, je suis assez curieux de savoir comment une telle donnée pouvait réinterpréter votre façon de travailler. Alors, ce film-là est assez... on va dire très émouvant pour moi parce que il reprend tout le travail de Jia Zhangke et donc moi en tant que fan de Jia Zhangke depuis avant que je le connaisse jusqu'à maintenant, enfin il représente une grande partie de mon travail est liée à lui. En fait, on a commencé à retravailler ces vieux rushs qu'il avait. En 2015 un petit peu, puis surtout en 2017, avant de préparer Les Éternels, on avait prévu de vraiment faire un film plus que ce qui est en fait devenu Caught by the Tides, déjà en 2018. Donc on avait déjà monté 1h15 de film avec ses archives et l'idée c'était comme Jia Zhangke a toujours utilisé la même actrice et le même acteur, dans plusieurs de ses films, il a plein de rushs avec eux qui sont inutilisés. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à représenter 20 ans de la transformation de la Chine. Donc, depuis début des années 2000 jusqu'à 2015, 2020. Au final, c'est 2023. Et donc, on avait monté ça, mais il s'est avéré que en 2018, on avait décidé de faire un film plus fiction. Donc, ce film un peu hybride ne s'était pas fait, en fait. C'était devenu Les Éternels, qui était quelque chose de beaucoup plus fiction. Et au moment du Covid, en 2022, Jia avait envie de reprendre le projet. Il m'a contacté. Moi, à l'époque, je pouvais pas aller à Pékin, parce qu'il n'y avait pas encore de visa, ou il y avait des problèmes de quarantaine, je me souviens plus. Et donc, je lui ai trouvé un jeune monteur pour travailler avec lui et reprendre le projet. Ils ont retravaillé la matière qu'ils avaient. En plus, on avait des éléments en plus qu'on avait tournés au moment des Éternels qui étaient utilisables. Et il a écrit le scénario de la 3e partie du film qui se passe au présent et qui, en fait, était un peu ce qui manquait à l'époque, puisque cette partie se passe pendant le Covid. Les 3 parties du film, en fait, représentent pour Jia des moments clés, on va dire, où la population chinoise, on va dire, est soumise à un changement radical qui crée de la souffrance. Donc le premier, ça se passe à Datong, qui était une ville avec beaucoup d'usines. Et au début des années 2000, toutes ces usines qui étaient publiques ont fermé. Et donc, il se retrouvait plein de gens sans travail.
Et C'est donc, dans le nord de la Chine. dans le nord de la Chine, ouais. Donc ça, c'est la première partie du film qui correspond au début des films de Jia Zhangke. Ensuite, il y a la deuxième partie qui se passe dans les Trois Gorges, quand ils ont commencé à créer un barrage, un énorme barrage, et ce qui fait, comme il y a un barrage, l'eau du fleuve monte, et donc du coup, il y a des villages entiers qui ont été évacués, et donc des millions de personnes qui ont dû être déplacées. Et donc ça correspond à son film Still Life. Et la troisième partie qui correspond au Covid et qui est un autre moment où on va dire la population chinoise était bloquée chez eux, enfin tel qu'on le connaît bien aujourd'hui. Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu brûlante. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. C'est comment travailler en bonne intelligence avec des réalisateurs, des producteurs, des équipes à la fois en Chine et à Taïwan? C'est pas vraiment un problème. La preuve, par exemple, Lim Bion, il travaille autant en Chine, à Taïwan, comme moi. Il n'y a pas vraiment de problème. C'est pas comme si on était. Je suis pas réalisateur, je suis monteur. Ce qui compte, c'est c'est que le réalisateur aime travailler avec moi. Il n'y a pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait tant de séparation que ça entre. Ouais. D'accord. Mm. Et ce qu'on remarque aussi au générique des films chinois, justement notamment Le Lac aux oies sauvages, c'est qu'il y a des organismes de production qui sont français. Donc comment ça s'explique les investissements français dans le cinéma sinophone? Est-ce qu'il y a une culture cinématographique partagée entre la France et la Chine? Alors ça c'est en fait le CNC qui est l'organisme du cinéma en France. Il finance depuis très longtemps les films étrangers avec une aide qui s'appelle le Cinéma du Monde. Et donc évidemment, ils ont cette aide-là a été, enfin à l'époque ça avait un autre nom, mais depuis les premiers films de Jia Zhangke, ils ont commencé à financer le cinéma chinois. Et après, c'est à chaque fois, c'est pas c'est quelque chose de minoritaire, c'est-à-dire que c'est un apport sur le budget du film qui dépasse pas les 20%, et l'essentiel des financements sont chinois, pour les films chinois en tout cas. Ou par exemple, pour Adieu Mandelé, avait aussi eu de l'argent français, et ça représentait je sais plus combien, mais c'était pas quelque chose de majoritaire, mais c'est à un moment donné, quand on veut faire des films d'art essai, on a toujours besoin d'avoir un peu plus d'argent, et c'est ce que cette aide permet. L'un des avantages, en tout cas avec les films de Jack qu'on a apprécié en dehors de l'aspect financier, c'est que ça oblige en fait de travailler avec des Français parce que à partir du moment où le CNC ou le gouvernement vous donne de l'argent, vous êtes censé dépenser une partie de l'argent en France. Et donc, ça permet de faire que les gens travaillent ensemble, donc des gens qui viennent d'univers différents, de pays différents, et qui aiment tous le cinéma, évidemment, et qui ont des goûts en commun. Et c'est très productif, on va dire. Pour le film, ça apporte quelque chose de nouveau. Donc ça, alors moi, je compte en français, mais ça peut être le son, ça peut être la musique, les effets spéciaux, ça peut être et c'est quelque chose qui se passe à Taïwan maintenant aussi, puisque Taïwan avec Taika, ils ont un fonds qui est un peu la même idée, on va dire, un fonds de coproduction et qui permet d'investir de l'argent dans les films. Et à partir du moment où il y a cet investissement on va dire de Taika, il faut utiliser des gens à Taïwan. Et donc ça, c'est très bien. C'est toujours très positif que des gens de pays différents se mettent à travailler ensemble, même si au départ, il peut y avoir des frictions, parce que les façons de travailler sont pas les mêmes, il y a peut-être des problèmes de communication, mais chacun peut apporter des idées différentes, et moi, c'est quelque chose que j'adore. Après, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup eu de rapports et j'ai souvent été au milieu entre les Français et les Chinois, parce que pas qu'à cause du CNC, mais aussi parce que les vendeurs ou les distributeurs
des films d'art essai sont souvent français ou européens. Et donc, dans ces cas-là, au moment du montage, il y a toujours des échanges, donc les Français nous font des commentaires de montage. Et donc après, c'est souvent à moi d'essayer de faire un peu le lien entre le réalisateur qui des fois comprend très bien tout de suite ce que les Français veulent et d'autres fois il y a besoin d'un peu de façon de traduire, on va dire. Donc ça, je sais bien faire ça, oui. Du coup, peut-être en conclusion, on peut dire que finalement, le cinéma qui apparaît souvent comme étant une grosse machine, puisque ça mobilise toujours des équipes, et puis les festivals internationaux, ça impressionne. Ce sont d'énormes événements. Finalement, on peut quand même voir ça aussi, en tout cas à votre place, d'un point de vue des individus, des individualités. Ça peut être pas forcément le cinéma, mais moi, en tant que personne qui représente ou non mon pays, qui représente ou non mon environnement, qui travaille avec une autre personne. On a parlé donc de votre caractère affectif pour Jia Jiangke, pour Lim Jiong. On retrouve quand même une échelle humaine quand on est dedans. Oui, évidemment, oui. Faire des films, c'est toujours quelque chose d'assez familial, hein. C'est-à-dire que même si on se connaît plus ou moins bien, en tout cas avec le réalisateur, les producteurs au début du film, mais au bout de plusieurs mois de travail intense, il y a quelque chose souvent d'assez familial avec les moments où ça se passe bien, puis les moments de friction, parce qu'il y a forcément des désaccords et des désaccords qui sont souvent normaux et bien pour le film, parce que quand on monte le film avec le réalisateur, au bout d'un moment, on se rend plus trop compte de ce qu'un premier spectateur va ressentir, va comprendre, et donc c'est important de montrer le film à d'autres personnes, donc que ce soit aux producteurs ou à des gens qui viennent de milieux différents. Parce qu'ils vont avoir un nouveau regard sur le film et donc c'est à ce moment-là que nous on doit essayer de comprendre ce qui fonctionne pas et de pouvoir améliorer. Et donc quand je dis ça, ce côté familial, c'est chaque film, on fait un film et puis après on rencontre quand on fait ce film-là, on rencontre quelqu'un d'autre et qui après peut-être ça se passe bien et donc après on va retravailler ensemble. On aime toujours retravailler avec les personnes avec qui ça s'est bien passé. Donc il y a ce côté-là, puis aussi familial pour moi parce que donc mon épouse est taïwanaise et elle est productrice de films. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films où on travaille les deux ensemble. Donc elle est productrice et moi je suis monteur. Et donc à Cannes cette année, on avait 3 films, il y en avait 2 qu'elle produisait. Donc ça fait vraiment c'est quelque chose d'assez comment dire, intime. Enfin, en tout cas, ça rentre. Les frontières entre la création et le... Mais c'est vrai que depuis que Taika a été créé, donc il y a 3-4 ans, et Justine a commencé à travailler avec eux. Et c'est à cette occasion-là qu'on a eu quand même fait pas mal de projets de réalisateurs internationaux qui soient... j'ai réalisé avec une réalisatrice qui s'appelle Pia Maré, qui a fait un film au Brésil. Elle vit à Berlin, mais elle est d'Afrique du Sud. Avec des producteurs français, allemands. J'ai fait un film d'un réalisateur hollandais qui a été tourné au Luxembourg avec un film qui s'appelle The Wolf, The Fox et The Leopard de David Verbeek. Et donc, on a fait une partie de la post-production à Taïwan, une partie du tournage à Taïwan. Lim Dion a fait la musique. Donc, c'est vrai que grâce à ce nouveau financement, ça a donné beaucoup d'opportunités aux Taïwanais de travailler avec des réalisateurs venant de partout dans le monde. Et à chaque fois, les réalisateurs ont été très impressionnés par les équipes ici, que ce soit le son, et les effets spéciaux en particulier. Les effets spéciaux à Taïwan sont de très très haut niveau. Moi, je trouve qu'ils sont souvent meilleurs que les Européens, même que les Français. Beaucoup des boîtes d'effets spéciaux à Taïwan viennent les patrons, en fait, ils ont travaillé longtemps à Hollywood et au moment du Covid, ils sont revenus à Taïwan pour créer leur société. Et donc, ils ont amené énormément d'expertise.
Donc, à chaque fois, on a eu les réalisateurs européens qui ont travaillé avec les équipes d'effets spéciaux taïwanais. Ils veulent plus retravailler avec des Européens. Ils veulent toujours travailler. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ça, c'est. Oui, j'ai un peu dévié. Non, mais là, c'est bien parce que c'est vrai que l'aspect hyper technologique de Taïwan, on n'en parle pas forcément dans le cinéma ou dans les effets spéciaux. C'est la première fois que j'entends ça, donc c'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, Mathieu Laclos. De rien, merci beaucoup. Et merci pour votre écoute. On espère que cette interview vous aura plu. Terminons en annonçant que la prochaine édition du Festival du film de Taïwan, le Taipei Golden Horse, les Chevaux d'Or, aura lieu très bientôt du 7 novembre au 24 novembre 2024. C'était Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Au montage, Wayne Tsai, productrice exécutive, Émilie Y. Wu. À bientôt pour la prochaine interview.